Bienvenue. Entrez dans l'univers du tome 1 de Saladin, publié par les éditions Orims, une œuvre écrite par Lies Chacal et portée par ma voix, Leila Rebi, que vous connaissez peut-être sous le nom de Doublage Leila. Pour découvrir l'intégralité de la saga Saladin, les 7 tomes sont disponibles sur orims.com. Acte 6, le programme d'histoire. En cette deuxième semaine de cours, les relations entre Saladin et Madame Vincent, l'enseignante d'histoire-géographie, se réchauffèrent un tant soit peu. La maman de Saladin avait sollicité une entrevue avec Madame Vincent afin de s'assurer que son enfant ne subirait plus aucune vexation de la nature de celle vécue le jour de la rentrée. Elle s'était engagée, en contrepartie, à faire le nécessaire pour que son fils apprenne à exprimer ses opinions et ses sentiments de manière plus posée et moins affirmée. Amina savait pertinemment que sur ce point en particulier, elle aurait quelques difficultés à faire entendre raison à Saladin qui, depuis tout jeune, se sentait l'âme d'un chevalier. Il était aussi fougueux qu'un cheval rétif et plus têtu qu'une mule de campagne. Madame Vincent exposa, dans les grandes lignes, le programme de l'année. Il était organisé, en classe de 5e, autour de 3 temps forts envisagés de manière souple comme des observatoires privilégiés qui permettent de caractériser les différentes périodes du Moyen-Âge et les débuts des temps modernes. Le monde au IXe siècle, le XIIIe siècle et le XVIe siècle en Occident. Le premier temps permet une confrontation de 3 grandes civilisations, Byzance, l'islam et l'Occident chrétien. Elle avait repris les termes exacts du bulletin officiel. Saladin était tout excité à l'idée d'étudier ces 3 grandes civilisations et plus particulièrement celle de l'islam. Il se dit qu'il pourrait enfin exprimer tout son potentiel et mettre en application tout ce que son père lui avait enseigné. Il rêvait de s'illustrer. À cet âge, l'ostentation n'est pas perçue comme négative. Elle est un moyen de s'affirmer et de se jauger par rapport aux autres. Cet âge, l'adolescence, est un âge ingrat. Ni tout à fait enfant, ni tout à fait adulte. L'adolescent est un nid de compromis entre ces 2 états. Il faut que la mue s'opère. Madame Vincent poursuivit. Nous étudierons les caractères essentiels de l'Occident médiéval dans un 2e temps. Enfin, nous tenterons de comprendre les bouleversements du XVIe siècle. Cette dernière partie sera l'occasion de parler des découvertes du monde et surtout d'un personnage dont vous avez certainement entendu parler. Qui peut me donner le nom de ce grand voyageur d'origine italienne qui parcourut le monde il y a bien longtemps? Silence dans la classe. Certains élèves tentèrent leur chance. Jules Verne? Essaya l'un. La classe entière pouffa de rire. C'est un auteur un peu tardif et qui, en dépit de son imagination, n'a pas voyagé autant que l'homme auquel je fais allusion, dit Madame Vincent, l'air dépité. De plus, je ne lui connais pas d'origine italienne, ajouta-t-elle sous forme de pique lancée à l'élève. Christophe Colomb, ajouta un autre. La classe ne rit plus et s'interrogea sur le bien-fondé de la réponse. Nous brûlons, répondit l'enseignante. Encore quelques années avant et nous y sommes presque. Personne ne semblait connaître la réponse. Personne, sauf un, en réalité. Saladin, toujours assis au fond de la classe, fournit un effort surhumain pour ne pas lever la main et prendre la parole. En effet, Madame Vincent comptait beaucoup sur lui pour animer le travail oral. L'absence d'une réponse juste l'amena à le solliciter. « Et toi, Saladin, qu'en penses-tu? Qui est cet explorateur italien ?» Il hésita comme s'il craignait d'être réprimandé. « Je crois qu'il s'agit de Marco Polo, madame. »« Bravo !» répondit l'enseignante. « C'est exact. Marco Polo est le nom du plus grand explorateur qui connut le monde à l'époque médiévale. » L'enthousiasme de son enseignante, à la seule évocation du nom de Marco Polo, gêna grandement Saladin. Il avait fait une promesse à sa mère, réagir le plus posément possible sans jamais s'emporter. Or, cette affirmation du plus grand explorateur l'avait comme blessé dans son amour-propre. Sa langue se mit à bouger seule, tel un cobra envoûté par la flûte d'un charmeur de serpents marocains. Ses lèvres tremblèrent comme si une faille sismique émergeait du fond de l'océan. Ses yeux rougirent de colère, signe que l'enfer était promis à celui ou celle qui oserait s'opposer à lui.
Saladin prit le parti de se défaire, temporairement, se dit-il, de la promesse faite à sa mère et d'un ton affirmé, mais posé, ajouta « Marco Polo est un des grands explorateurs de l'époque médiévale. Il y avait plus grand que lui, madame. »« Je te prie de m'excuser, Saladin. Je n'ai pas bien entendu. » rétorqua madame Vincent. « Je dis qu'il a existé un explorateur plus célèbre et mieux informé que Marco Polo, » précisa Saladin. « Si cet explorateur est si célèbre, comme tu le prétends, comment se fait-il que nous n'en ayons pas entendu parler ?» Madame Vincent ne pouvait cacher son agacement. « J'essaye juste d'échanger avec vous, madame. » se défendit Saladin. L'explorateur auquel je fais allusion s'appelait Ibn Battuta. Il parcourut à lui seul plus de 120 000 kilomètres. Je ne pense pas que Marco Polo ait fait mieux que lui. Madame Vincent bouillonnait. Elle ne supportait pas, à vrai dire, cet air arrogant et impétueux. Jamais en 20 ans de carrière, elle n'avait été confrontée à pareille situation. Cet élève était incontestablement d'une intelligence supérieure à la moyenne. Le plus étonnant pour elle, c'est qu'il donnait le sentiment d'avoir non seulement appris une masse impressionnante d'informations pour un enfant de son âge, mais surtout d'avoir pris toute la mesure de l'histoire de sa propre culture d'origine. Il ne se contentait pas de restituer mécaniquement des dates, des lieux ou des noms de personnages, il donnait vie à ce qu'il disait, sur un tout autre plan. Elle connaissait évidemment l'histoire d'Ibn Battuta, mais le programme d'histoire ne lui accordait aucune place spécifique. Elle pouvait prendre la liberté d'en parler, c'est sûr. Mais c'était risquer d'éclipser Marco Polo. Décidément, l'année ne s'annonçait pas de tout repos. Elle prit sur elle et tenta une approche moins frontale. « Peux-tu donner à tes camarades, qui semblent découvrir ce personnage du nom d'Ibn Battuta ?» Les élèves d'origine maghrébine éclatèrent de rire en entendant le nom écorché d'Ibn Battuta. En effet, Batata, dans les parlers maghrébins, signifie pomme de terre. Chut, quelques dates importantes de sa vie. Ibn Battuta, madame, corrigea Saladin, qui devint rouge comme une tomate. Il est né en 1304, à Tanger, au Maroc. Il entreprit de faire le pèlerinage, le Hajj en arabe, en 1325. Marco Polo mourut quelques mois avant, je crois. Il me semble que c'était en 1324. Il traversa de nombreux pays et ne revint au Maroc qu'en 1349. Il repartit pour un nouveau long périple. Toute sa vie a été dédiée au voyage. Je crois que tu omets certains détails dans ta présentation, reprit madame Vincent. Certainement, mais j'ai donné l'essentiel, madame. Oui, c'est très bien. Mais tu as omis de préciser que beaucoup des récits d'Ibn Battuta étaient des mensonges et qu'il ne pouvait avoir vu et visité tout ce qu'il relata dans son livre. Je croyais que vous ne le connaissiez pas, madame. Madame Vincent était gênée et confuse. J'en ai entendu vaguement parler. De toute façon, Marco Polo était certainement plus grand menteur que lui. On raconte qu'il interrogea des voyageurs à leur descente de bateau et qu'il ne visita pas la plupart des contrées qu'il décrivit dans ses récits. Oh my God. Argua Saladin. Comment oses-tu traiter Marco Polo de menteur? Cria madame Vincent, remontée comme jamais. Ton insolence dépasse les limites. On n'insulte pas la mémoire des morts de la sorte. Tu devrais le savoir. Et surtout pas de celle d'illustres personnages. C'est vous qui avez commencé à traiter Ibn Battuta de menteur. Mon père m'a toujours appris qu'il fallait honorer la mémoire des anciens et la défendre si nécessaire. Vous êtes mon enseignante, mais si vous ne montrez pas l'exemple, je ne peux pas vous suivre. Donne-moi ton carnet de correspondance tout de suite. Je vais convoquer tes parents et j'exige que ton père soit présent. Cela ne peut plus durer, s'agaça madame Vincent. Saladin, en entendant l'exigence de son enseignante, ne put retenir, une fois de plus, ses larmes. Son père ne pouvait pas se présenter à l'entretien. Du moins, pas encore, pensa-t-il. Quant à madame Vincent, elle rédigea le mot destiné aux parents de Saladin de manière compulsive. On eût dit qu'elle était possédée par quelque malin démon. Ce dernier lui dictait assurément ces mots. La sonnerie retentit. C'était la fin des cours. Madame Vincent remit le carnet de correspondance à Saladin. Un détail intrigua notre jeune héros. Elle lui présenta le carnet de la main gauche. Elle portait au doigt, le majeur précisément, une drôle de bague. Ce n'était ni une alliance de mariage, ni une bague de celles qu'aimeraient porter les dames coquettes. La bague était austère,
comme celle qu'il apportait. Faite d'argent vieilli, elle était sertie d'une pierre rouge qui rappela quelque chose à Saladin. Il ne se souvenait plus exactement où il avait pu en voir d'identique. À faire signer sans faute par tes parents. Qu'ils me confirment le rendez-vous le plus rapidement possible. Sinon, je ne suis pas sûre que tu puisses finir l'année dans ces conditions. En tout cas, pas dans ma classe. Oui, madame, répondit Saladin, la tête baissée. Que pouvait-il bien se passer dans la tête de Saladin? Psychologiquement affecté, il choisit de ne pas rentrer chez lui immédiatement. Les cours d'histoire étaient, en effet, programmés en fin de journée cette année, ce qui, a priori, n'était pas le bon créneau horaire pour notre héros. Il prit place sur un banc, dans la cour du collège, et se prit la tête dans les mains. Qu'allait-il pouvoir dire à sa mère? Elle avait déjà suffisamment à faire avec les récents problèmes surgis l'an dernier pour devoir perdre son temps avec lui, se dit-il, et il fut interrompu par la présence d'une élève qu'il n'avait pas entendu approcher. « Je peux m'asseoir à côté de toi ?» lui demanda-t-elle. « Pourquoi faire ?» répondit-il maladroitement. « Enfin, je veux dire, oui, si tu veux, » corrigea-t-il. « Je m'appelle Nour. Je n'ai pas besoin de te demander ton prénom. Tu es déjà devenue une star dans la classe. »« Je m'en serais bien passé, » rétorqua Saladin. « Tu veux que je te dise? Je pense que Madame Vincent t'aime bien. » Drôle de façon d'aimer un élève. Tu ne trouves pas? Au contraire, elle doit me détester comme jamais elle n'a détesté aucun élève avant moi. Je crois que tu te trompes, poursuivait Nour. Si elle te détestait, pourquoi t'avoir interrogé alors que personne ne savait répondre? Pour m'humilier tout simplement, ajouta Saladin. Non, c'était pour te mettre en valeur. Sauf que tu dois avoir le sang chaud comme un Algérien. Comment ça, avoir le sang chaud comme un Algérien? Se fâcha Saladin. Regarde, tu viens de te mettre en colère en une fraction de seconde. J'ai raison, non? Au fond, tu n'as pas tort. Il paraît que c'est ce qui nous distingue des autres. Mais toi, avec ton prénom qui signifie « il n'eut pas le temps de finir sa phrase ». Lumière. Oui, je sais. Trop facile à deviner. Bon, tu vas me poser la question bateau. De quelle origine es-tu? Alors la réponse est simple. Mes parents mangent de la harissa. Matin, midi et soir. Ils sont originaires du Gabon. La réponse est Tunisie, s'exclama Saladin, qui avait oublié ses soucis l'ombre d'un instant. Écoute, pourquoi ne pas essayer d'apprendre à répondre aux questions posées, tout simplement? Pourquoi en rajouter? Cela t'éviterait beaucoup de problèmes. Tu as certainement raison, mais j'ai été bercé depuis tout jeune par les récits que me contait mon père. Il était tellement passionné qu'il arrivait souvent que nous nous amusions à faire des reconstitutions de grandes batailles de l'histoire. Il mettait un égouttoir en guise de casque sur la tête, tenait dans sa main une louche qui faisait office d'épée, et le tablier de maman était son armure. En me frappant avec la louche, il me citait les noms de grands guerriers ou de grands personnages. C'est de cette façon que j'ai pu mémoriser tous ces noms. Concernant Ibn Battuta, il se mettait à quatre pattes et il me disait « Monte sur ton cheval, Ibn Battuta !» Il se déplaçait ainsi d'une pièce à l'autre, en me citant les noms des pays que nous traversions. Dans le salon, il me criait « Nous voici arrivés en Algérie !» Dans ma chambre, il hurlait « Ici, nous sommes en Tunisie !» Et ainsi de suite. En réalité, il suivait pas à pas le premier voyage d'Ibn Battuta. Nour était absorbée par ce que Saladin lui racontait. Elle trouvait son papa extraordinaire. Quelle chance, se dit-elle. Associer le jeu à l'apprentissage de l'histoire était incontestablement une agréable façon d'apprendre. Franchement, je comprends mieux ta passion pour l'histoire. Tu as de la chance d'avoir un papa comme cela. Tu devrais en parler à Madame Vincent. Peut-être que si elle rencontrait ton père, tu aurais moins de problèmes avec elle. « Impossible !» s'écria Saladin, qui était devenu subitement fou de rage. « C'est tout simplement impossible. Écoute, merci pour tes mots de réconfort. Mais je dois rentrer à la maison. Au revoir. »« Au revoir, Saladin. Bonne soirée. » répondit-elle, choquée par sa réaction. Nour se dit qu'il n'était décidément pas un garçon comme les autres.